Salut les extraterriens et bienvenue dans ce nouvel épisode un petit peu particulier, je vous l'accorde. En effet, je suis allé voir une personne qui court beaucoup, qui est passionnée de trail et qui œuvre beaucoup pour le monde du trail et de l'ultra, mais on va quasiment pas parler de sport aujourd'hui. Mais ne t'en va pas, reste ici, je t'explique. Je ne sais pas pour toi, mais depuis quelques temps, j'essaye de faire attention à comment je m'habille. Et là, je parle pas de mon style, je parle vraiment de la qualité des vêtements, des matériaux qui sont utilisés et d'essayer des vêtements qui vont durer dans le temps pour ne pas avoir à en racheter trop souvent. J'aime bien acheter aussi local parce que je le sais, l'industrie de la mode et du textile est une des industries les plus polluantes au monde. Mais bon, je vais être honnête, avec mon placard, il est rempli à 80% de fringues de sport et forcément, j'avais envie de m'intéresser à la qualité et au processus de fabrication des vêtements de sport. Pour ça, je suis allé voir un expert sur le sujet, à savoir Guillaume Bocas, qui est le fondateur de la marque Wise Trail Running. Si tu ne connais pas Wise, c'est une petite marque française basée à Annecy. Ils sont jeunes, ils sont motivés et surtout ils sont passionnés pour fabriquer des équipements textiles pour les ultra-trailers les plus intelligents et les plus performants possibles. Ils ont notamment un super short qui a fait l'unanimité et aussi un sac qui est breveté car ils ont fait des innovations car grâce à elles, le changement des flasques est devenu ultra rapide et simple. Bon, moi vous avez compris, je suis ultra fan. Et je sais que Guillaume c'est un vrai passionné, donc je suis allé le voir dans son entreprise à Annecy pour lui poser plein de questions sur nos vêtements de sport. Comment ils sont fabriqués? À quel prix? Quel est le processus de fabrication? Comment ne pas acheter des vêtements pourris qui ne vont pas durer? Qu'est-ce qui rend les vêtements écologiques ou à l'inverse consommateurs en carbone? On a vraiment fait le sujet dans tous les sens et c'était une véritable masterclass que nous a livré Guillaume. Je pense que c'était important de traiter ce sujet-là sur Extraterrien. J'ai énormément appris, vous verrez, il y a plein de données et il y a plein de conseils pour mieux s'équiper et le faire plus intelligemment. Juste avant de commencer, je te rappelle de t'abonner à la chaîne ou au podcast, c'est vraiment ce qui nous aide à nous développer, notamment en allant chercher des invités toujours plus géniaux à venir participer sur le podcast. Enfin, si tu veux voir le backstage du podcast, ça se passe sur le compte Instagram extraterrien.podcast. Et enfin, depuis peu, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle 1% Performance, dans laquelle je résume et j'explique tous les secrets performance des athlètes que j'ai interviewés et des experts qui sont passés sur le podcast. Je vous mets les liens en description. Je vous embête pas plus et on s'installe dans le fauteuil avec Guillaume Bocas, fondateur de Wise. Bon épisode. Comment ça va? Eh ben ça roule. Ça roule, tu vois, un peu fatigué comme tu as pu le voir tout à l'heure, mais ça roule, je pète enfin, tu vois, plein d'énergie. Ok. Tu m'as bluffé à avoir cette capacité à t'endormir sur commande. C'est un truc que tu as depuis toujours? C'est un truc que j'ai développé en fin de classe prépa. Ok. Et où tu vois, tu bosses beaucoup, il y a une très forte sollicitation cognitive et je me suis rendu compte que j'avais toujours un down après le repas. J'ai testé une fois une sieste et en fait j'arrivais à faire une sieste de 5 minutes, tu vois, 10 minutes max, qui était hyper réparatrice. Et là c'est devenu un peu un super pouvoir que j'ai cultivé. J'arrive vraiment à m'endormir quand je suis fatigué. Je peux m'endormir sur commande pendant 2 minutes et je repars, je pète le feu, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un vrai reset cognitif. Ouais. Et ouais. Ok, bon bah si jamais à un moment vous n'entendez plus rien durant cette interview, c'est peut-être Guillaume qui s'est endormi. Je plaisante. Mais en tout cas, c'est marrant parce que pour donner un peu de contexte, là on est dans vos locaux, dans vos nouveaux bureaux à Annecy. Juste avant, j'ai fait une interview avec Sylvain Cour, qui est votre athlète ambassadeur, on peut le nommer comme ça. Et je lui demandais justement si avec son passé militaire, il avait appris à s'endormir sur commande, parce que c'est un truc que de nombreux militaires ont, notamment tu vois, quand ils partent en opération et qu'il y en a certains qui font la garde et que tu manques beaucoup de sommeil. C'est un truc que tu apprends à développer, qu'on voit aussi beaucoup chez les marins. Et lui, non, il avait pas ce talent-là, quoi. Donc tu lui as piqué, en fait. Peut-être. Écoute, c'est un super talent que j'aimerais beaucoup avoir. Comme je te disais hors antenne, je lis beaucoup sur le sommeil et je pense que, ouais, effectivement, dormir 5 minutes, 10 minutes, c'est un super chargeur, quoi. Mieux qu'un café, que n'importe quelle boisson énergétique. Ouais. Non, vraiment,
Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à dormir, tu vois, faire des nuits de même 5 heures, tu vois. Je sais qu'on est très en dessous de la limite. Alors après, on est tous inégaux par rapport à ça. Hein. Je connais des gens qui arrivent à dormir 3 heures de manière très répétitive sans que ça pose de problème. Mais voilà, moi, tu as une nuit de 5 heures, ça va être une nuit courte pour moi. Je peux enchaîner plusieurs nuits de 5 heures. Si j'ai des siestes de 10 minutes pendant la journée, ça tient tout à fait. Alors que, tu vois, si j'avais des nuits de, je sais pas, 6h30, j'aurais beaucoup plus de mal à tenir dans le temps. Tu vois. Donc ces siestes ont vraiment un effet par rapport au temps que tu y consacres. Elles ont un effet hyper important cognitivement et en termes énergétiques. Ouais. Bah écoute, j'approuve et c'est approuvé par mes récentes lectures. Du coup, le fameux livre, j'en ai déjà parlé sur ce podcast, de Why We Sleep de Matthew Walker, que je t'encourage aussi je note, je prends la note. C'est pas le livre le plus agréable, mais il est cool. Bon, on va reparler un peu de types de performance, de types de productivité aussi. On va en parler un petit peu plus tout au long de ce podcast, mais j'avais quand même envie de rentrer un peu dans le vif du sujet et de savoir comment est-ce qu'on lance une marque de trail, tu vois, en 2000, alors je sais, vous avez lancé il y a 5 ans, donc c'était en 2018, 2019 ouais, on s'est lancé dans le projet en backstage en 2019, fin 2019. Okay. Enfin, on est rentré, je crois qu'on a enregistré l'entreprise un truc comme le 12 novembre, un truc comme ça. 2019. Okay. Et on a lancé, commercialisé Wise en février-mars 2020. Okay. Et on a eu le Covid. Vous avez choisi le bon moment en fait. Ouais, le timing était assez fou parce qu'on a lancé du coup la campagne sur Ulule le 19 février. On a clôturé le 19 mars et on était confiné le 17. Donc on a eu, on va dire, super chaud. Mais on avait une campagne Ulule qui était réussie et on n'avait pas d'usine pour produire nos vêtements. Du coup, on a livré, cette année 2020, ça a été un peu compliqué pour le lancement parce qu'on a livré toute notre collection été, genre fin octobre, un truc comme ça. Donc c'était une année un peu rock'n'roll. Comment ça se fait que t'as pas d'usine alors que t'as fait des préventes? Alors si, on avait une usine. Mais tout avait fermé à cause du Covid, quoi. En fait, tout a été mis en stand-by et donc toutes les productions ont été décalées et tu vois, on devait lancer la production je sais plus, c'était un truc comme avril-mai, finalement elles ont fermé pendant 3 mois et sinon ça poussait en fin octobre, quoi. Waouh. Donc ça a commencé, rien que le début était épique, quoi. Donc ça nous renvoie 4 ans en arrière. Mais ça a été alors on peut parler un peu du backstage parce que je pense que c'est le genre de truc qui t'intéresse, mais tu vois, même quand on a lancé le projet, en fait, on avait choisi un atelier avec qui on allait travailler. Et si tu veux, on a commencé à faire on a fait des prototypes et si tu veux, jusqu'à quand on a eu le premier rendez-vous avec cet atelier pour faire les prototypes de ce qu'on voulait faire, on devait sortir ces premiers prototypes fin novembre, début décembre. Et donc on a programmé la campagne de précommande sur Ulule mi-février, en se disant qu'on aurait largement le temps pour peaufiner le projet et tout, sachant qu'en plus les précommandes nous donnaient un délai supplémentaire de 3 mois. Et en fait, le projet a vachement dérivé dès le début. Et on s'est retrouvé en février, on n'avait toujours pas reçu les premiers prototypes, on avait des modèles 3D, heureusement. Donc on a setup toute la fiche Ulule, toute la page Ulule, on l'a fait sur des modèles 3D du produit. Attends, je te coupe, mais peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui savent pas ce que c'est qu'Ulule, c'est une plateforme qui permet de faire des lancements en précommande. Justement pour les projets qui sont naissants, en fait. Et du coup, ça garantit en fait, le concept, c'est que ça garantit pour les gens qui vont participer, qui vont contribuer au projet, le fait que si le projet n'a pas assez de financement, ils seront remboursés. Et donc on se fixe un objectif de tant de produits à vendre pour pouvoir financer le projet. Si on les atteint, on touche l'intégralité des fonds et on envoie les précommandes a posteriori. Si on les atteint pas, on rembourse tout le monde.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé la campagne Ulule. En fait, une semaine avant le lancement de la campagne, donc je pense qu'on lançait ça jeudi. Et le lundi, on arrivait à Paris pour voir les premiers prototypes. Enfin, tu vois, qu'on attendait depuis 3 mois. Ça faisait 3 mois que toutes les semaines, c'était repoussé. Et on reçoit on arrive à l'atelier, on sort, on déballe les prototypes. Le chef de projet qui était avec nous, de l'atelier, découvre les prototypes en même temps que nous, et je déconne pas, le short qu'on sort, ça doit être un short en XS qui doit être taillé pour moi, franchement il faisait la taille, c'était un quadruple XL, tu vois, et vraiment un énorme parachute. Et pareil pour le t-shirt, enfin voilà, on était hyper loin du produit fini. Et ça on le découvre tu vois, à 4 jours du lancement. Et tu vois, le chef de projet qui était là en face, c'est pas du tout dégonflé. Elle était non, mais c'est bon, c'est du. Vous savez, le prototypage, c'est de la recherche de forme. On va pas. Enfin, bref, ça a été. Enfin, tu vois, elle nous a dit que tout allait bien se passer. Et donc, on a lancé la campagne Ulule comme ça, en disant ok, c'est pas grave, on a encore 1 mois de campagne Ulule pour rectifier le tir, arriver au produit fini. Tu vois, on avait bien le concept, on savait ce vers quoi il fallait aller. Et en fait, pendant ce mois, on n'a jamais réussi à sortir un prototype. On a sorti genre 12 prototypes, on n'a jamais réussi à arriver au truc. Et là, à la fin de la campagne, ça c'est vraiment du backstage. Genre, mais à la fin de la campagne, on était là, on a financé le truc, on a carrément atteint l'objectif, tu vois. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à sortir ce prototype. Et on a pris la décision de changer d'atelier et de repartir tout le projet à zéro. Donc on a changé l'atelier, on a changé les matières aussi, enfin on a tout recommencé en repartant à zéro. Et ça c'était, tu vois, en ayant la campagne financée. Ok. Et donc pour nous, tu vois, le Covid, ça a presque été une chance parce que ça nous a donné un sursis de 3 mois pour faire les produits. Et donc ce que je trouve en fait, tu as cette expérience qui était genre d'une certaine manière désastreuse, tu vois. Rien ne s'est passé comme prévu dès le démarrage du projet. Ça a été en fait une énorme leçon pour toute la suite parce que je pense que c'est ça le fondement de l'entrepreneuriat. C'est pas tant, tu vois, d'avoir un projet qui est hyper bien ficelé de A à Z où tout se déroule comme prévu. En fait, on a plutôt des idées de ce vers quoi on voudrait aller. On se confronte à la réalité. Tu vois, nous, on venait pas de l'industrie outdoor, on venait pas de l'industrie du textile, on n'était pas du tout des développeurs produits, on avait plein de choses à apprendre en fait. Ce qui était aussi une force parce qu'on n'était pas dans le carcan de toutes les autres marques qui connaissaient le métier par cœur et une tenue trail c'est forcément fait en Asie, c'est forcément fait de cette manière là, etc. Nous on arrive avec une sorte de fraîcheur sur le produit. Et donc cette fraîcheur là aussi, il fallait qu'on apprenne, tu vois, qu'on trouve notre formule. Et donc dès le début du projet, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, mais on s'est adapté, on a trouvé des solutions. Et donc quand on a recommencé le projet à la fin de la campagne Ulule, on savait exactement ce qu'il fallait pas faire comme erreur. On savait on avait appris beaucoup de choses en fait de cette première expérience ratée. Ok. Écoute, merci de partager cette expérience. Effectivement, on voit les montagnes russes émotionnelles que peuvent provoquer le lancement d'un projet. Alors, vous avez beaucoup évolué depuis, il s'est passé 4 ans, c'était le lancement, vous étiez au balbutiement, depuis vous êtes une grosse équipe, il y a eu beaucoup d'itérations sur le produit, vous faites un des meilleurs, enfin en tout cas il se dit que vous faites le meilleur sac de trail du monde. Mais tu vois, on va reparler un peu de tout ça, parce que j'ai envie de savoir, tu vois, un peu comment est-ce que ça se développe un produit, comment est-ce qu'on innove, comment est-ce qu'on arrive en connaissant rien sur ce marché-là. Mais juste avant, peut-être pour bien comprendre, et essayer de connecter avec les auditeurs et les auditrices qui sont avec nous, c'est pourquoi avoir envie de lancer une nouvelle marque, un nouvel équipement dans le monde de l'ultra et dans le monde du trail, tu vois. D'où elle vient l'idée, d'où elle vient l'envie d'aller dans ce monde-là, qui est un monde où il n'y a que des géants, des gros mastodontes déjà bien en place. Et avec beaucoup de concurrence, quoi. Le background, c'est qu'on est tous les deux des passionnés de trail avec Axel. C'est vraiment le socle de la marque. On pratiquait... avec Axel, on s'est rencontrés sur les sentiers. Okay. C'était il y a 2015, tu vois. Donc on s'est rencontrés sur les sentiers. On a rapidement passé tous les week-ends ensemble, à courir ensemble sur les
voilà, aller explorer la Nouvelle-Calédonie, à faire toutes les courses locales. On avait le même entraîneur, donc tu vois, c'était vraiment le pilier de notre couple. Et je pense que donc, faire du trail, ça développe une conscience environnementale forte. Que je pense que j'avais déjà de base, tu vois, j'étais très issu d'un cursus ingénieur, j'avais une très forte sensibilité, je lisais les rapports du GIEC, et tu vois, je m'intéressais vraiment à ces questions-là. Et donc voilà, couplé au trail et tout, il y avait une sorte de... il n'y avait pas de sujet sur notre engagement environnemental. Et on a commencé à... Je pense que le déclic qui s'est fait... s'est fait en plusieurs fois. Il y a une première étape où on a commencé à découvrir des marques textiles qui parlaient d'éco-responsabilité. Donc là, on s'est dit, mais pourquoi parler d'éco-responsabilité dans le textile, ça sert à quoi? Donc on a commencé à se documenter, on a vu pas mal de... tu vois, on s'est rendu compte de pas mal de choses autour de ça. On dit souvent que l'industrie textile, c'est l'un des deuxièmes plus grands pollueurs au monde, derrière l'industrie pétrolière, que ça émet plus de gaz à effet de serre que l'industrie portuaire et maritime aéroportuaire réunie. Tu vois, donc il y a plein de chiffres, des études récentes qui sont sorties, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais c'était un vrai sujet. Et donc on a commencé à s'habiller de manière plus responsable. Okay. Et peut-être, je pense 3-4 mois plus tard, on était en train de faire un trail, une belle sortie, tu vois, de 60 km avec Axel. Et pendant la sortie, on se dit, ouais, bah, tu vois, c'est cool, c'est cool les marques qu'on s'équipe de manière, enfin, qu'on s'habille de manière éco-responsable. Mais en fait, si tu regardes bien, notre garde-robe, c'est 80% de vêtements de trail, d'équipements techniques. C'est ce qu'on consomme le plus, en fait, pendant l'année. Moi, je devais acheter 6 à 8 paires de chaussures de trail route dans l'année, plus toute la partie textile. Et donc, ouais, ça serait cool qu'on s'équipe de manière plus responsable. Et donc le soir, on est rentré dans notre van, on a fait une petite recherche Google, équipement de trail éco-responsable. Et en fait, là, c'était un peu la surprise. Il n'y avait aucune offre qui était proposée. Aucun des grands acteurs sur le marché parlait d'éco-responsabilité. Et nous, ça nous semblait complètement dissonant. Tu vois, on parle pas d'une marque de motocross, quoi. On parle de trail running, d'un sport qui se pratique en pleine nature, dont le but c'est d'aller se reconnecter avec la nature. Et c'était quelque chose qui n'existait pas. On était c'était 2019. Et donc voilà, ça c'était vraiment. Il faut que cette marque existe. Ok. Et deuxième volet, et il faut que cette marque existe, et sachant que il y avait certaines marques éco-responsables qui qui proposaient des vêtements pour du running, mais on voulait vraiment des produits adaptés au trail running, qui est une pratique qui est hyper exigeante techniquement. Enfin, quand on va faire de l'ultra, quand on va courir 160 km, et des enjeux techniques qui sont bien supérieurs à simplement avoir un t-shirt pour courir faire 10 km le long de la Seine. C'est vraiment hyper... Il y a des très très fortes contraintes. Et donc on voulait qu'une marque éco-responsable et technique existe. Elle n'existait pas, et en plus de ça, on avait cette volonté tous les deux d'entreprendre. Donc ça faisait peut-être 3-4 ans qu'on avait le logiciel qui tournait en arrière-pensée. Ça serait cool on se demandait quel serait le projet auquel on dédierait notre vie, et voilà, ça serait vraiment révélé. Ça a été une évidence pour vous de le faire en couple? Ouais, carrément. Ouais. Pour nous, je pense qu'on passe pour les plus chanceux, on passe 35 heures par semaine au travail, peut-être beaucoup plus. Et pour moi, c'était une vraie ambition. Enfin, on avait une vraie volonté de se dire qu'on allait consacrer ce temps avec des gens qu'on aime, et voilà, et partager cette aventure forte avec des gens qu'on aime. Pour nous, c'était un accomplissement. Ok. Ouais, bah, franchement, bravo pour ça, parce que c'est pas toujours naturel, tu vois, de se dire ok, je suis en couple, ça se passe bien, on a des passions communes,
et tiens, on va lancer une boîte ensemble, tu vois. D'une certaine manière, tu mets un peu ton couple à risque, en fait, tu vois, parce que tu amènes des sujets de discussion, tu prends aussi de fouet certaines discussions, tu vois, autour de l'argent, autour de ta vision, de combien est-ce que tu as envie de travailler, tu vois. Mais justement, je pourrais te retourner la question. C'est quelque chose qui est tellement fort, il va y avoir tellement d'épreuves à traverser, qu'autant le faire avec des gens avec qui tu es sûr en qui tu as confiance et avec qui tu es sûr que ça va tenir. Je pense qu'en effet, un des enjeux de l'entrepreneuriat, c'est de survivre à toutes les épreuves qui vont arriver. Et généralement, voilà, c'est là que tu testes vraiment une relation. C'est vrai. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Vous êtes complémentaires dans le boulot en plus ? Ouais. Okay. Donc deux profils très différents. Moi, background ingénieur, Axel, un background plus créatif. Ok. Ouais. Donc toi plutôt produit et elle plutôt marque et communication, peut-être un peu. Okay. Après, pour revenir sur la partie entrepreneuriat en couple, je pense qu'il y a vraiment plusieurs phases de maturité au fil du projet. Notre relation de travail a vachement évolué. Tu vois, quand tu commences, tu fais tout. Et donc, t'es dans l'opérationnel, t'es très dans l'opérationnel. Et donc, on a tous les deux des tâches opérationnelles bien définies. Et c'est assez facile de se répartir le travail. Et au fur et à mesure que le projet grandit, on commence à s'extraire petit à petit de l'opérationnel, à déléguer beaucoup de tâches et à être beaucoup plus sur du stratégique. Et sur des questions stratégiques ou de ressources humaines, en fait, même si tu scindes un peu même si tu scindes sur le papier les zones de responsabilité, il y a de plus en plus de zones grises qui apparaissent où en fait tu peux pas dire c'est à toi de décider ou c'est à moi. En fait, c'est plus au fondateur de prendre une décision. Et c'est des décisions qui sont pas forcément évidentes. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est des zones grises en fait. Il y a plus des opinions. Et au fur et à mesure que ce genre de situation se présentait, on se rendait compte que notre relation, elle commençait à de plus en plus être dans la confrontation d'opinions. Ok. Et que ça, c'était par contre délétère. On arrivait, on passait beaucoup de temps à essayer de se convaincre l'un l'autre qu'on avait la bonne solution ou qu'on avait raison. Et ça, pour le coup, pour nous, c'était pas ça, tu vois, sur du long terme. Donc aujourd'hui, on essaie de bien réadapter les rôles de chacun pour que on soit pas dans une relation de confrontation, on puisse tous les deux s'épanouir naturellement dans Wise. Donc là aujourd'hui, Axel s'est beaucoup plus extrait de la partie gestion opérationnelle de l'entreprise. Elle a un rôle elle est dédiée à courir pour la marque. Donc elle a un rôle d'ambassadrice. C'est la première ambassadrice de la marque. Et ce qui est pour nous était hyper important, on est une marque core, on veut faire des produits hyper pointus. Et c'était très très important qu'il y en ait au moins nous deux qui soient très ancrés dans les besoins de la pratique et qui continuent à courir à haut niveau. Et après, moi, je pense que c'était naturellement comme ça que les choses se sont faites. Et moi, j'avais vraiment le côté entrepreneurial dans l'âme. Donc, j'ai forcément un peu sacrifié le temps que je passais à ma pratique. Ouais. Et voilà, et là, comme ça fonctionne bien. Tu vois, donc on continue à discuter un peu sur des trucs très, très macro ensemble, mais on arrive à créer une sorte d'osmose qui fonctionne bien. Là. Trop bien. Moi, ce que je comprends un peu le succès de Wise, c'est que vous êtes déjà des pratiquants, tous les deux. Vous courez beaucoup. Et vous aviez envie, effectivement, de faire des sujets pointus, tu vois. Mais ma question, tu vois, c'est comment, quand t'as pas spécialement d'expérience dans cet univers-là, comment est-ce que tu crées des produits pointus et hyper techniques ? Ça a été quoi un peu votre démarche et votre process pour innover ? Là, vous me présentiez le sac, vous avez breveté des choses sur votre sac.
Donc il y a vraiment beaucoup de recherche. C'est quoi le process, du coup, pour créer de l'innovation, pour créer de la nouveauté, quand on n'y connaît rien? Il y a une forte phase d'apprentissage. Ça a été un peu on va dire les 2 premières années de Wise, je pense qu'on les a consacrées à comprendre comment l'industrie fonctionnait, comprendre tous les process, comment on pouvait, quels étaient les... En fait, on a été très curieux. Donc on allait voir beaucoup de fournisseurs, on allait visiter beaucoup d'usines. Je pense qu'on a visité un paquet d'usines. Okay. Et je pense que moi j'avais une vraie... peut-être par ma formation, j'avais une vraie curiosité sur le produit, sur comment les tissus sont fabriqués, comment comprendre les process, comprendre comment on fait quelque chose de A à Z, quoi. Et ça ce qui a été assez intéressant au fur et à mesure de ce process, c'est que on a réalisé que la plupart qu'il y avait un énorme champ de progression sur la partie textile. En tout cas, on voyait qu'il y avait plein de choses à faire. Okay. Que tout n'était pas du tout exploité, qu'il y avait un énorme potentiel de développement. Et voilà, il y avait moi j'avais des envies créatives, j'avais envie de voir des produits. Je sentais qu'on pouvait exprimer cette créativité dans les produits. Okay. Donc voilà, on teste. Donc une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a des idées comme ça, on teste, on fait plein de crash tests. Et souvent les gens qui participent au développement de produits chez nous seraient assez surpris de voir comment ça se passe. On peut imaginer un peu les campagnes peut-être marketing des gros mastodontes du running te donnent l'impression qu'il y a des gros centres de R&D, de labos et tout hyper pointus avec des... Et je sais pas si tu vois dans Le Mans 66, t'as cette scène où donc t'as Ford qui essaie de gagner Le Mans face à Ferrari qui le gagne depuis des années, et donc il monte une équipe avec Carroll Shelby et Ken Miles. Et en fait Ford a mis toute une équipe de R&D d'ingénieurs pour essayer de comprendre comment aller chercher des secondes et tout, comment développer la meilleure voiture. Et il y a un ordinateur qui est planté dans la machine. Et le premier truc que fait Ken Miles quand il arrive, qu'il monte dans la voiture, c'est qu'il enlève l'ordinateur et pour faire un test aérodynamique, ils vont coller des petits morceaux de tissu sur la voiture et observer comment les morceaux de tissu se comportent, et c'est comme ça qu'ils arrivent à comprendre comment retravailler la machine. Et tu vois, donc souvent on a cette vision que en fait on va tout faire avec de l'assistance informatique et que ça va être très très informatisé, très très modélisé et tout. Très technologique. Très technologique. Et en fait, je pense que le développement produit, pour moi, c'est un vrai sujet de sensation, de perception. Et c'est surtout les gens qui vont tester le produit qui vont vraiment permettre d'identifier comment l'améliorer. Et donc, ce qui est assez marrant, quand quelqu'un participe au développement produit, les gens qui sont passés chez Wise, qui ont participé à ça, on a une approche qui est très intuitive, très terrain du produit, où tu vois, par exemple, on veut tester si une poche va fonctionner. C'est con, mais sur le Sherpa, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le cuissard et j'ai scotché mon portable sur le cuissard et je suis allé courir avec. Et ça m'a donné je me suis rendu compte si ça marchait ou pas, tu vois. Et pour savoir s'il fallait le mettre un peu plus haut ou pas, il suffit de décaler le scotch et hop, on le teste un peu plus haut. Et pendant ma sortie, j'ai décalé comme ça. Quand je suis revenu, je savais exactement où est-ce qu'il fallait placer le portable pour que ça tienne parfaitement. Et tu vois, donc c'est très empirique. C'est malin en fait. C'est juste hyper empirique. Okay. Et donc on teste on crash teste énormément de choses en fait. On est constamment en train de tester des concepts et c'est comme ça qu'on arrive à faire émerger des idées un peu disruptives et qui fonctionnent. Ok. Ouais. Mais tu vois, je savais pas du tout ça de vous, que vous testiez. Ça me donne envie de venir du coup. T'as d'autres anecdotes un peu comme l'histoire du scotch pour trouver à quel endroit c'est pour trouver la profondeur de ta poche par exemple ou... Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, par exemple, le Sherpa, le short Sherpa, ouais. Qui a été un des produits emblématiques de la marque ces 2 dernières années. Donc le concept, c'est que tu peux mettre de l'eau. Enfin, c'est une ceinture d'hydratation intégrée et tu as des poches astucieuses sur le côté. À la base, c'était une émanation du groupe de co-construction. On nous demandait de développer un short avec une ceinture d'hydratation intégrée. Et
le short avait été conçu initialement pour mettre des flasques de 25 centilitres, parce que c'est ce que faisaient toutes les marques. Ok. Tu mettais des flasques de 25 centilitres. Et quand j'ai testé avec les matières qu'on utilise le short, je me suis dit, mais attends, en fait, on peut les... Donc je vais courir avec, et je me suis dit, mais en fait, si on agrandit un peu la poche, si on met le truc en tension, on peut aller beaucoup plus loin avec ces matières. Et on va essayer de mettre une flasque de 500. Donc on a bourré, on a bourré le short. Enfin, on a vu que le concept marchait super bien, et c'est comme ça qu'en fait on est arrivé au produit. Donc on a accepté de sortir un peu des specs et de penser un peu en dehors de la boîte sur ce produit. Et donc on a mis ces flasques de 500. Ensuite, quand on a mis les flasques de 500, on s'est dit attends, mais c'est fou, si on arrive à mettre 2 flasques de 500 avec le short tien, on peut peut-être, si on arrive à trouver un endroit où mettre des poches, on peut peut-être augmenter la capacité et venir remplacer un petit sac de trail. Donc on est venu essayer de trouver des endroits où mettre des poches. Je me suis dit, tiens, on va le mettre sur les cuissards. Donc on a scotché, avant de rajouter la poche, j'ai scotché sur le cuissard le portable. Je me suis dit, ça marche. On va mettre une autre poche de l'autre côté, comme ça on va pouvoir mettre la nutrition. Et en fait, c'est comme ça qu'on a sorti le Sherpa. Ok, incroyable. Et en fait, du coup, le secret de ça, c'est quoi? C'est que tu passes beaucoup de temps avec des coureurs, c'est que tu t'essayes plein de produits et tu te dis ok, qu'est-ce qui marche pas, c'est quoi un peu tes recettes? Il y a eu pas mal de phases, plein de manières différentes d'arriver au produit fini, mais là on commence un peu à industrialiser ce process d'innovation, et une des clés c'est que ça part toujours de la communauté. Le développement produit est une émanation de notre groupe de co-construction. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment biberonné du groupe de co-construction. Tu vois, encore aujourd'hui, le développeur produit anime le groupe de co-construction. Donc on questionne la communauté, c'est quoi les besoins, on essaie vraiment de recueillir les besoins clients et de bien les identifier. Et quand on voit apparaître des tendances, on se dit ok, il faut qu'on développe un produit, parce qu'aujourd'hui les gens attendent un sac, par exemple c'est le dernier sac qu'on a fait, attendent un sac léger de 3 à 5 litres. Ils attendent ça de nous, ils attendent que le sac tienne parfaitement bien, qu'il n'y ait pas de ballottement. Ok, comment on peut développer un sac qui ait pas de qui réduise les ballottements par rapport à l'existence sur le marché? Donc tu vois, ça va orienter la manière dont on va penser les produits. Une des questions, par exemple, une des choses qui n'était pas forcément intuitive au début quand on a commencé à développer ce sac de 3-5 litres, c'est qu'on pensait que comme on diminuait le litrage par rapport à notre sac 12 litres, on diminuerait la quantité d'eau que les gens devraient emporter. Et à la base, on pensait que ce sac devrait simplement embarquer 500 à 1 litre d'eau. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens voulaient un sac très léger, mais qui puisse embarquer 3 litres d'eau, jusqu'à 3 litres d'eau. Donc, tu vois, en fait, vraiment, on recueille les besoins clients sur le groupe. Et après, on se creuse les méninges derrière pour trouver des solutions techniques à ça. Ok. Parce que les gens le disent officiellement, dire ouais, j'aimerais bien partir avec 3 litres d'eau. On leur pose la question, et en fait tu vois, ils participent donc je sais pas si tu as vu un peu comment fonctionnait notre groupe de co-construction. En fait, on a des questionnaires un peu pointus, un peu poussés. Ouais. C'est des typeforms. On va très loin dans les questions qu'on pose à la communauté, avec des questions ouvertes, et donc là ça permet, on va creuser vraiment les concepts. Il peut y avoir plusieurs itérations de Typeform sur un même concept, c'est-à-dire qu'on va d'abord une approche généraliste. Ok, quel est le produit dont vous avez besoin? On dit on voudrait un sac de 3 à 5 litres. Ok, donc deuxième questionnaire, c'est quoi le sac de 3 à 5 litres de vos rêves pour vous? On présente, généralement là on fait un premier prototype, on présente le prototype, qu'est-ce que vous amélioriez? Ça c'est le troisième questionnaire, et ainsi de suite. C'est vraiment comme ça qu'on développe un produit. Mais je pense que la clé c'est toujours partir du besoin de notre communauté, clairement les identifier. Quand on comprend les besoins, en fait les innovations elles viennent naturellement, tu vois. Et c'est souvent le piège que je pense pourrait avoir des jeunes marques qui se lancent, c'est de dire ok, un sac de trail, on va développer un sac de trail, voilà à quoi doit ressembler un sac de trail, donc on va essayer de faire un sac qui ressemble à un sac de trail. Mais nous l'approche elle est vraiment centrée sur le besoin de la communauté, et quand tu fais ça, en fait forcément tu fais des choses différentes. Comment vous avez trouvé du coup l'idée que vous avez breveté pour les sacs qui se rechargent ultra rapidement?
Alors, parce que ça aurait pu être de l'observation. Parce que c'est vrai que pour être allé quelques fois, tu vois, sur des ravitaux de course, des fois, ouais, le remplissage des flasques, c'est un peu ridicule, en fait. Tu vois, des mecs qui se baissent ou qui se mettent à genoux pour se mettre, tu vois, à hauteur du robinet parce qu'ils n'ont pas envie de sortir la flasque de leur sac. Et c'est marrant parce que je l'ai vu plusieurs fois. Et quand tu m'as présenté le sac, tu vois, c'est l'image qui m'a sauté aux yeux, tu vois. Donc, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous l'aviez... comment est-ce que tu as perçu le problème et comment est-ce que tu as inventé la solution? Alors, du coup, pour le coup, ouais, co-construction. Les gens nous ont dit, on leur avait posé la question, quels sont les problèmes que vous avez avec les sacs actuels. Ils nous ont dit problème de ballottement, maintien du sac, problème d'accès des poches. Et le troisième problème, c'était le problème de manipulation des flasques. Donc, tu vois, on savait que c'était le cahier des charges qu'il fallait qu'on résolve. Il faut... j'avais lu un bouquin de Peter Thiel. Je crois que le titre du bouquin c'est 201. Alors, je l'ai lu un petit moment, mais qui parlait de l'innovation. Et pour lui, il te dit une innovation elle est disruptive si la solution qu'on propose est 10 fois meilleure que la solution existante. Et elle sera adoptée que si elle est 10 fois meilleure que la solution qui existe actuellement sur le marché. Donc, je challenge tout le temps l'équipe de développement produit avec cette logique-là de dire, ok, est-ce que la solution qu'on apporte, elle est 10% meilleure ou est-ce qu'elle est 30% meilleure ou est-ce qu'elle est 2 fois, 5 fois, 10 fois meilleure? Et tu vois, on essaie toujours de se dire, il faut vraiment que pour que ce soit une innovation, il faut qu'on arrive à être... Alors, 10 fois, j'ai jamais réussi à le faire, mais tu vois, au moins 3 fois mieux que ce qui existe sur le marché, dans cette logique-là. Et donc, on avait cette logique-là sur la partie manipulation des flasques, et on s'est vite rendu compte que en fait, le fait de le faire rentrer par le dessus, c'était avec des flasques molles, c'était pas du tout adapté. C'était beaucoup plus simple d'avoir l'embout rigide qu'on cale en premier et qu'ensuite on vienne rentrer la flasque dans un deuxième temps. Et tu vois, je pense que l'idée... En fait, je pense que sur le premier prototype de ce sac, quand on l'a fait, on a fait un premier prototype où on a fait des poches comme sur le Short Sherpa. Donc tu vois comment est notre Short Sherpa, c'est juste 2 poches. Enfin, c'est juste une poche, un rectangle avec une matière très élastique qui maintient la flasque. La flasque est maintenue à l'horizontale. Et sur le premier prototype du sac, en fait, on avait juste incliné les flasques, la poche, et on avait fait une poche Sherpa. Et quand on a fait cette poche, quand on l'a dessinée, on s'est dit mais attends, il faut qu'on fasse sortir l'embout par le dessus, et jackpot, on a trouvé un truc qui marche, qui est trop bien. La deuxième inno, tu as vu sur ce sac, c'est que on a les flasques sont inclinées. C'est pas forcément quelque chose pour moi, c'était là que résidait la vraie inno en fait. Quand on a sorti sac, j'avais pas forcément conscience que ça serait tant sur l'accès des flasques, honnêtement. Je savais ça serait game changer, l'accès des flasques, mais je pensais que la vraie inno, elle venait de l'inclinaison des flasques. C'est pas forcément encore bien perçu. Pourquoi ? Parce que, en fait, faut y voir que quand tu portes ton sac avec les flasques verticalement, tes flasques, elles font 500 ml, donc 500 grammes schématiquement. Tout le poids de tes flasques s'exerce sur le goulot de tes flasques, donc sur une petite surface. Et quand on a une unité de mesure qui permet de mesurer en fait, c'est la contrainte, c'est la force divisée par la surface. Si tu veux diviser la contrainte qu'exerce la flasque sur le sac, il suffit d'augmenter, vu que la force elle reste la même, le poids reste le même, il suffit d'augmenter la surface sur laquelle s'exerce ce poids. Et du coup, en inclinant la flasque, en fait, tu augmentes la surface apparente sur laquelle s'exerce le poids. Bien sûr. Donc au lieu d'avoir la surface du goulot, tu augmentes quasiment par 3 en inclinant de 17 degrés les flasques, tu augmentes quasiment par 3 la surface, donc tu divises par 3 la contrainte qu'exercent les flasques sur le sac, et en faisant ça, du coup tu divises par 3 la sensation de lourdeur des flasques. Exceptionnel, ok. Et donc ça c'est breveté. Ok. C'est combien de temps ça prend
tu vois, entre ton focus group et le produit qui est disponible sur le site internet? Donc là, sur ce produit-là, je pense qu'on a dû mettre entre 12 et 15 mois. Je pense que c'était un produit où on a mis beaucoup de temps. Ok. Ouais. On peut être beaucoup plus rapide sur des développements produits. Après, tu vois, on est très... je pense qu'il faut toujours... un produit est toujours perfectible. Aujourd'hui, je regarde tous les produits qu'on développe. Franchement, je vois toujours des défauts, des choses que les gens perçoivent pas, tu vois. Mais rétrospectivement, quand tu les as construits, je vois toujours des choses à améliorer. J'ai l'impression qu'on a sorti un produit qui était parfait. Et en fait, je regarde avec 6 mois de recul et je me dis, attends, mais on peut encore améliorer ça. Donc, on est vraiment dans une logique de dire, ok, il faut que le produit soit, que la version qu'on sorte soit une version, comment on dit, minimum viable. Où le concept fonctionne, et c'est pas grave si c'est pas 100% parfait, mais il faut que, bien sûr, le produit apporte une vraie différence technique, etc. Mais tu vois, on a cette approche-là de pas chercher systématiquement. On accepte de pas être 100% satisfait et de se dire on y reviendra, on améliorera un petit peu, on fera quelques itérations dessus, il y aura des trucs, on trouvera la solution plus tard et tout. Tu vois, je prends l'exemple du zip sur le sac. Qui est une chose qu'on nous a un peu reproché et qui est, tu vois, quand on avait posé la question à la communauté, il y avait beaucoup de gens qui disaient que pour eux le zip c'était un no-go, mais pour nous le zip c'était la solution qui était c'était la seule solution qui permettait vraiment de maximiser les poches à l'avant, et c'était la seule solution qui permettait de vraiment fermer le sac et de le maintenir correctement. Et on n'avait pas trouvé de meilleure solution. On n'était pas satisfait parce qu'on savait que la communauté n'était pas satisfaite. Mais on n'arrivait pas, tu vois, on a testé des systèmes de BOA, on a testé plein de trucs et on n'arrivait pas à trouver une meilleure solution. Et donc, tu vois, on a accepté de sortir cette première version du sac avec le zip. Aujourd'hui, on a encore un zip, tu vois, on n'a toujours pas trouvé la solution, mais on se dit que, ok, il faudra qu'on... Ouais, puis les gens ont accepté que le zip était aussi super bien, quoi. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, personne remet les gens qui ont testé notre sac ne remettent pas en question ça. Mais voilà, nous, on sait que ça sera une des choses qu'on essaiera de tuer sur, tu vois, quand on aura trouvé la solution technique. Ok. Waouh, voilà. C'est passionnant. Franchement, c'est hyper intéressant. Il y a une question que je voulais te poser aussi, c'est vous avez fait le choix de pas être disponible en magasin. Ça apporte quand même pas mal d'inconvénients parce que les gens peuvent moins facilement tester les produits et constater les innovations, les nouveautés que vous créez. Pour quels avantages, du coup, tu as fait ça? Il y a plein de contraintes, en fait. Là, on va ouvrir un chapitre qui est peut-être un peu complexe sur... On le fait rapidement, alors. Alors, tu vois, je sais pas si tu veux rentrer là-dedans, mais tout le marché, tous les concurrents qu'on avait en face sont des concurrents qui sont sur des modèles de distribution en magasin, de retail. Et ça suppose que tu sois sur des coefficients multiplicateurs entre ton prix de revient hors taxe et ton prix de vente TTC, que tu sois sur des coefficients multiplicateurs de l'ordre de 6. C'est ce qui est communément, tu vois, entre 5 et 6, c'est ce qui est communément pratiqué. Donc tu veux dire qu'un t-shirt que tu vas acheter, je sais pas, 50 € en magasin, 60 € pour faire simple en magasin, TTC. Ouais, TTC. En fait, le magasin va l'acheter 30 € à la marque. Ok. 30 € hors taxe à la marque. Ouais. Et la marque va l'acheter 10 € hors taxe de l'usine. Ok. Ouais. Donc ça, c'est un benchmark. Ça, c'est à peu près ce qui se pratique, tu vois. C'est l'ordre de grandeur. Tu vois, il y a plein de gens... Enfin, je pense que les gens n'ont pas conscience de ce coefficient multiplicateur, mais c'est ça l'ordre de grandeur. Ok. Et... c'est à prendre à des pincettes parce qu'effectivement, tu rajoutes quand même la TVA entre les mains. Il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de transport. Donc, mais c'est l'ordre. C'est pas un x6 qui va directement dans la poche de la marque, enfin des marques. Non, ça va. Du coup, tu vois, il y a 3 qui vont. Il y a un coef 2 qui va dans la poche du revendeur du magasin, et il y a un coef 3 qui va dans la poche de la marque. Ouais, ok. Voilà, c'est ça schématiquement. Et tu vois, Decathlon, pour ne pas les citer, va plutôt être sur une logique de coefficient 3. C'est plutôt ça l'ordre de grandeur. Parce qu'ils ont leur propre magasin. Parce qu'ils ont leur propre magasin. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ont un aussi bon rapport qualité-prix. C'est parce que du coup, tu vois, ils ont leur propre réseau de distribution. Ok, hyper intéressant. Et nous, quand on a commencé à développer les produits qu'on voulait développer, en voulant répondre aux besoins clients, mais aussi en rajoutant le fort volet environnemental,
la forte contrainte environnementale de se dire ok, on veut produire en Europe avec des matières françaises, etc. Pour toutes les raisons vertueuses que ça avait. On avait des coûts qui étaient vraiment très supérieurs à nos concurrents. Et une première tactique au début qu'on a eue, ça a été d'essayer d'absorber, et je pense que c'est ce que font beaucoup de marques éco-responsables, ça a été d'absorber ces surcoûts d'éco-responsabilité. Donc en diminuant la marge. Et donc dès le début, on savait qu'on ne pourrait jamais faire une marge de faire ce x6. Sinon, on aurait des produits qui seraient très très déconnectés. Enfin, aujourd'hui, un sac Sherpa, si on faisait un x6, il serait plutôt situé aux alentours de 550 euros. Ce qui va le rendre beaucoup plus cher que les autres et du coup, là, on est complètement éloigné de ce que les gens ont en tête. Même si ce sac a des fonctionnalités techniques supérieures, des matières techniquement supérieures ou plus un mode de conception, de confection qui est très propre. C'est quand même on était très décorrélés de ce que faisaient des autres acteurs du marché et ça aurait été difficile à faire accepter. Okay. Même si du coup, tu vois, sur le modèle économique, il les vaut. C'est comme ça que si une autre marque devait faire notre sac, il le placerait à 550 euros. Nous, on ne sait pas ce qu'on voulait faire. Tu vois, Wise avait aussi une vertu. Je voulais pas faire une marque de luxe. Il fallait que Wise ce soit une marque. C'était de rendre des produits techniques accessibles au plus grand nombre et éco-responsables. Voilà. Et donc on a accepté de réduire notre coefficient. Et la contrepartie, c'est que forcément, on ne pouvait pas avoir un modèle qui dépendait de la distribution en magasin. Je ne dis pas qu'on n'a pas l'intention d'en faire, mais ça pourra jamais on ne pourra jamais reposer dessus pour exister, parce qu'en fait, si on va en magasin, on n'a pas de marge, quoi. Ouais, ok. Une des contreparties de ça, c'est que tu dois faire un peu plus de marketing que les autres pour te faire connaître. Et du coup, des personnes s'intéressent à tes produits et aillent sur ton site. Ouais, mais le coût marketing, le coût marketing par rapport au coût du revendeur, pour nous, était plus faible. Et voilà, donc on s'y retrouve de cette manière-là. Ok. Et du coup, j'imagine aussi, parce que là, j'étais en train de me dire, mais pourquoi ils le font pas tous, en fait, si c'est comme ça. Mais j'étais en train de me dire, si t'es une énorme marque et que tu te mets à le faire, en fait, tu as moins d'effet de volume, là où, effectivement, justement, les géants du textile, comme ils ont un énorme réseau de distribution, écoulent beaucoup de pièces, et donc achètent à très peu cher comparé à toi. Ouais. Leur matière première. Contrairement à ce qu'on peut penser, le coût des matières premières, enfin, l'effet volume ne joue pas considérablement sur le prix de revient du produit. Ah ouais. Passer un certain, tu vois, c'est vraiment une logarithme, et enfin même il y a même une asymptote à la fin, genre aujourd'hui sur les volumes qu'on fait, même si on faisait x10, tu vois, on gagnerait peut-être tout casser, on gagnerait 7% sur nos prix de revient, tu vois. Okay. Peut-être 10% sur... je caricature peut-être un peu, mais tu vois, c'est de cet ordre-là. En tout cas, c'est de l'ordre peut-être de la dizaine de pourcents maximum. Alors que tu vas passer un certain stade. Hein. Et la différence de prix, elle vient surtout, en fait... pourquoi Wise est cher, c'est pas parce qu'on fait pas de volume, enfin, on fait pas autant de volume qu'un Decathlon, par exemple. C'est bien plus parce qu'on choisit des matières qui sont très différentes techniquement et structurellement, tu vois, en termes de performance de ce que je vais choisir un autre concurrent. Pour donner une idée, tu vois, des acteurs, des grands acteurs de sport choisiront plutôt des matières qui vont coûter entre 1 et 2 euros le mètre. Ok, de tissu. Ouais. Voilà, il faut à peu près 1 mètre pour faire un t-shirt. Nous, les matières qu'on prend nous coûtent 25 euros le mètre. Ok. Qu'est-ce que tu prends ? C'est quoi ? C'est la cape d'invisibilité de Harry Potter Mais c'est tout comme, tu vois, ça a des...
En fait, on paye une vraie qualité. On travaille avec un fournisseur qui s'appelle Payen, aujourd'hui, c'est quasiment 100% de nos matières. Parce que Payen réunit ses exigences de technicité, mais aussi de positionnement. C'est un fabricant qui est basé en France, en Ardèche. Donc il y a une question de proximité, mais aussi une question d'impact environnemental. Parce que quand tu choisis une matière qui est fabriquée en Ardèche, tu bénéficies d'un mix énergétique français qui est très bas carbone. C'est le 5e mix énergétique le plus bas carbone au monde. Tu vois, il y a un rapport de 5 à 6 en termes d'émissions de CO2 par kilowattheure en France versus par exemple l'Italie ou l'Allemagne. Ok. Donc le fait de choisir une matière française, tu divises de fait par 5 tes émissions de CO2 pour faire sortir la même matière. Donc ça, pour nous, il y avait un vrai bénéfice à travailler avec ce fournisseur-là, à la fois techniquement et à la fois sur le plan environnemental. Et donc ce fournisseur-là, c'est assez intéressant à les visiter comme usine. Hein. On se rend pas compte, tu vois, on pense que quand on pense à la fabrication des tissus, on a une vision très old school, tu vois. On imagine presque, tu vois, des machines à tisser de l'ère tu vois, l'ère industrielle, alors que c'est beaucoup plus un travail de précision. C'est beaucoup plus technique qu'on le croit, et il y a énormément d'étapes en fait pour arriver à fabriquer une maille performante, enfin un tissu performant. Et tu vois, pour donner une idée, il faut à peu près 6 semaines de temps machine consécutive, enfin en continu, pour sortir un tissu en partant du fil. Ouais. Et enfin voilà, je sais pas si on se rend compte un peu du 6 semaines non-stop de temps machine qui tourne à H24 pour sortir entre le moment où on fabrique le fil et le moment où ça sort en tissu. Donc c'est énormément d'étapes de production. Tu vas voir et en fait, ce qui va faire que la matière va coûter si cher, c'est que Payen va faire tout un tas d'étapes qui permettent de faire des tissus, des fils qui sont à la fois hyper légers, élastiques. Tu vas apporter toutes les propriétés mécaniques qu'on peut attendre en un tissu hyper performant. Et à la fin, ça te sort des tissus comme on utilise là, qui sont à 54 grammes au mètre carré, qui ont des résistances à l'abrasion de dingo, qui vont être capables d'être stretch dans tous les sens, qui vont ressembler à de la soie, alors que c'est 100 fois plus résistant que de la soie. Et ça, voilà, ça pour nous, ça a de la valeur. Okay. Au-delà de l'aspect environnemental, ça a aussi une valeur technique. Et c'est ce qui justifie, tu vois, qu'on soit prêt à payer 10 fois plus cher que ce que les grands cons et les grandes marques vont faire. Ok. Tu t'es un peu infligé un double défi quand même, à vouloir faire absolument le meilleur en qualité et en même temps vouloir le faire éco-responsable. C'est un double challenge hyper fort. Ouais. Mais d'un autre côté, tu vois, donc quand on a commencé le projet, je pense que ce qu'on avait en tête, il faut leur rendre honneur. Ce qu'on voulait faire, c'était une sorte de gamme S-Lab éco-responsable. Tu vois, et on voulait faire des produits. Tu vois, c'était un peu ça, le positionnement qu'on avait. Et en fait, on s'est vite rendu compte que faire des produits, le critère éco-responsabilité faisait vite exploser les coûts de production. Ouais. Tu vois, c'était de l'ordre de x3 quoi. En termes de, si aujourd'hui je vais chercher une usine en Éthiopie, je suis capable de te trouver des coûts de production qui vont être divisés par 5 par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui au Portugal. Ok. Tu vois. Donc quand on parle quand même d'éco-responsabilité dans le monde du textile, si on peut bien expliquer, souvent c'est très lié, c'est directement lié en fait à l'usine qui va te produire qui va manufacturer les produits. Alors, ouais, non, je suis pas tout à fait. Alors, non, moi je suis pas tout à fait là-dessus. L'expert, je voulais que tu précises. D'accord, ok. Grosso modo, quand on parle d'éco-responsabilité, il y a 2 volets. Il y a le volet écologie et le volet responsabilité, pour responsabilité sociale. Et souvent, quand on parle du manufactureur, du confectionneur, faut-il le terme français, en fait, on touche davantage, de ma perspective, au sujet de la responsabilité sociale. Ok. Tu vois, quand tout le débat d'éco-responsabilité qui est
qui se galvanisent autour de l'usine de confection, pour moi, c'est pas tant un sujet d'écologie, c'est un sujet de responsabilité sociale. C'est plus de s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants sur la chaîne de production, que les gens sont pas en train de faire du travail forcé, les gens sont payés alors sont payés justement pour leur valeur, pour leur travail. Et ça, c'est un vrai sujet, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a quand tu fais travailler des ateliers au Bangladesh, il n'y a pas du tout la garantie que... Je dis pas que tous les ateliers vont pas être bien, mais il n'y a pas du tout la garantie que tes produits soient faits de manière responsable. Ouais. Et éthique. Ouais. Et éthique, ouais. Mais c'est un sujet de responsabilité sociale, le sujet du confectionneur. Ok, donc premier sujet. Et le sujet de l'écologie, en fait, quand tu décomposes l'empreinte environnementale de ton produit, par exemple en faisant des analyses de cycle de vie de ton produit, tu te rends compte que 80% de l'empreinte en carbone, par exemple, si je prends le volet empreinte carbone, 80% de l'empreinte carbone de ton produit, et ça marche pour tous les vêtements, c'est de la matière première. Ça vient de la matière première. L'atelier représente une infime partie, ça va représenter 10% à la louche de ton empreinte carbone. Et le transport ? Et le transport, pareil, tu vois. Hein, 10%. Et on a... Alors, bien évidemment, c'est un sujet, le fait qu'il y ait des porte-conteneurs qui viennent de l'autre bout du monde pour arriver, tu vois, pour transporter ces produits, c'est un sujet. Il y a un sujet d'impact environnemental. Mais ramener au produit, tu vois, ton produit, il pèse vraiment... Enfin, tu vois, un t-shirt, ça va être 150 grammes peut-être, un t-shirt classique. Cette empreinte carbone, elle est vraiment négligeable, la partie de transport. Et donc, du coup, c'est la matière première. C'est la matière première qui pèse le plus dans l'impact environnemental de ton produit. Comment ça, en fait ? Et parce qu'en fait, tu vois, je te disais, il faut 6 semaines pour sortir un tissu, 6 semaines de temps machine pour sortir un tissu. En fait, derrière ton tissu, tu as du temps machine. Tu as des machines qui tournent. Et du coup, tes émissions de CO2 sont proportionnelles au kilowattheure que tu consommes. Ok. Mais aussi à ton mix énergétique, du coup. Et donc, si tu veux... Et quand tu regardes le bilan carbone, en fait, la matière première plus fabriquée... Enfin, la matière première, donc ton polyamide ou ton polyester, plus toutes les étapes de confection qui vont permettre de transformer ce polyester en tissu de polyester, ça pèse pour 80% de ton empreinte carbone sur un produit, en règle générale. Et ça va être encore plus gros sur des produits avec des matières épaisses, techniques, etc. Donc, pour nous, dès le début, quand on avait fait les analyses de cycle de vie au lancement du projet, on savait que le sujet pour avoir des produits éco-responsables, c'était avoir une usine qui serait... Alors, on était initialement sur un projet d'usine en France, donc c'est ce qu'on s'est lancé sur un concept 100% made in France, et des tissus qui étaient français. Okay. Parce qu'il y avait une vraie différence de mix énergétique entre un mix énergétique français et un mix énergétique italien, par exemple, qui est aussi un des gros fournisseurs de tissus en Europe. Un même tissu, fabriqué de la même manière, va émettre 5 fois plus de CO2 en Italie qu'en France. Parce que les machines sont plus Parce que le mix énergétique italien est 5 fois plus émissif que le mix énergétique français. Ok. Waouh, c'est vrai qu'on l'imagine pas tout ça. Ouais, c'est complètement contre-intuitif. Et puis voilà, après, pour casser un peu, pour continuer dans les idées reçues, tu vois, une des questions qu'on pose souvent, c'est donc vous êtes une marque éco-responsable, donc vous utilisez des fibres naturelles. Et en fait, paradoxalement, tu vois, si je prends un t-shirt un tissu en coton, un tissu en coton de même grammage par rapport à un polyester va émettre plus de CO2 et de notre perspective va être plus polluant qu'un tissu en polyester. Ok. Pourquoi ? Parce que pour récolter la récolte du coton... Parce qu'on a cette image-là que même en chanvre, tu vois, même un produit en chanvre, tu as cette image-là que comme c'est des fibres naturelles, voilà, il n'y a aucune étape pour arriver au produit fini. Alors qu'en réalité, tu as un champ, tu as des tracteurs pour récolter le coton. Si tu n'as pas des esclaves pour le faire, c'est un vrai sujet. Hein, aujourd'hui, le coton, la récolte du coton, ça n'est pas fait de manière forcément responsable. Donc,
tu as des tracteurs, tu vas ensuite avoir tout un tas d'étapes mécaniques qui vont nécessiter des kilowattheures pour pouvoir le traiter, pour pouvoir le laver ton coton, le tisser, tu vois, le filer, le tisser. Et quand tu ramènes ça en termes d'émissions par kilogramme de coton versus émissions par kilogramme de polyester, en fait ton coton va être plus émissif qu'un polyester. C'est toujours des sujets très... En fait, ça c'est vraiment du cas par cas, mais dans les grandes lignes, contrairement à cette idée reçue, le coton n'est pas forcément plus propre qu'un polyester. Ok, dans la moyenne quoi. Dans la moyenne, ouais. Bah écoute, merci pour ces précisions, je trouve ça hyper intéressant. Toi qui t'y connais super bien, là, si tu devais me donner 2 ou 3 conseils pour me dire, ok, tiens, si j'ai envie d'acheter des vêtements beaucoup plus éco-responsables, si je retiens bien, si on reformule et qu'on fait un espèce les 3 points à vérifier, c'est donc déjà effectivement potentiellement le pays dans lequel l'usine se trouve, parce que certains pays vont avoir des normes de travail beaucoup plus responsables et beaucoup plus éthiques. Ça, c'est une première chose. Si je comprends. C'est difficile de simplifier et de faire des généralités. Oui, mais... parce qu'en fait, tu vois, il va y avoir des usines au Bangladesh, je sais, qui vont être... je sais, je les ai pas visitées, mais je pense que ça doit exister des usines responsables. Mais c'est sûr que, pour moi, ça a une vertu de travailler en Europe avec des gens qui ont les mêmes contraintes légales que nous, tu vois, et qui partagent un socle culturel et de valeurs similaires, induit forcément que ce qui est responsable pour nous va être responsable pour eux. Tu vois, c'est sûr, quand on parle de responsabilité sociale, pour moi c'est surtout ça le challenge, parce que je pense que quand tu vas si tu vas je sais pas, je veux pas trop citer de pays, mais tu vois, si tu vas dans des pays pas forcément... peut-être que tu vas faire travailler des enfants, c'est pas tant un problème. Au final, c'est peut-être cool, ça permet de ramener de l'argent à la maison, tu vois. Ouais. Et c'est ce qu'ils vont te dire là-bas, ils vont le justifier. Et donc la perception de la valeur est différente. Donc je pense qu'en effet, c'est sûr que si tu veux être certain d'avoir un produit qui est fait dans des bonnes conditions, tu choisis un confectionneur qui est plutôt en Europe. La plupart du temps, je sais pas, voilà. Ensuite, ça te permet d'évacuer le problème de responsabilité sociale. Et après, sur la partie d'écologie, moi, je mettrais vraiment les critères que je regarderais, c'est le mix énergétique du pays producteur de matière. Ok. Juste après ça, la durabilité du produit. Exemple, tu vois, tu peux faire un t-shirt en chanvre recyclé, très cool, voilà. Mais moi, tous les trucs en chanvre recyclé que j'ai porté, généralement tu le passes à la machine 3-4 fois, les fibres se rétractent, elles ont moins de résistance que par exemple un coton. Et du coup, si tu ramènes les émissions de CO2 au taux d'utilisation, à l'utilisation du produit, en fait, peut-être que ton chanvre en recyclé à la sortie d'usine va être moins émissif, mais par contre, à l'usage, si tu ramènes ça au taux d'utilisation, tu as des émissions qui sont beaucoup plus élevées. Et je pense que du coup, la notion de durabilité, c'est vraiment un sujet qui est sous-coté sur l'approche environnementale dans les produits. Si tu arrives à faire durer ton produit 2 ou 3 fois plus longtemps, dans le temps, tu peux diviser par 2 à 3 fois tes émissions de CO2 de ton produit, tes émissions marginales de ton produit. Voilà. Et donc ça, on l'aborde pas du tout. Et on l'intègre pas du tout dans la question du prix, par exemple, aussi. Parce que tu vois, quand on regarde les prix, on regarde tous les produits comme si c'était des produits à usage unique. Quand on les achète, tu vois, on a un prix fixe sur le cintre, mais on n'a pas du tout leur perspective temporelle. Et tu vois, c'est ce fameux t-shirt H&M à 5 balles putain, ça coûte 5 balles, quoi, c'est trop bien. Et tu le fais 3 fois au lavage et en fait et tout déformé. Et c'est donc au-delà du fait que c'est une aberration en termes de responsabilité sociale, etc. C'est pas du tout, c'est des produits qui sont pas durables dans le temps. Et il y a une forme de concurrence déloyale parce que tu te retrouves à être comparé sur ces critères-là, sur des critères d'usage unique, d'un prix à usage unique,
Alors que peut-être que si je mettais des produits Wise en perspective de leur durabilité dans le temps, on aurait des prix qui sont hyper compétitifs. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien de le faire. Bravo, parce que je sais que beaucoup ont un peu aussi choisi des mécanismes d'obsolescence programmée, tu vois, dans certains produits. Moi, quand je vois... on le voit un petit peu avec les chaussures à plaque carbone, tu vois, où on te dit, bah, ok, la chaussure, elle pourrait faire 2000 bornes, mais en fait, la plaque, elle en fait que 200, et que du coup, après, c'est mauvais pour ton pied, tu vois, de courir avec, tu vois, c'est top, tu vois, pour la performance et pour le faire, mais d'un point de vue environnemental, ça pose quand même beaucoup de questions. Et dans le textile, effectivement, comme il y a les phénomènes vraiment de fast fashion, de renouvellement de tendance, en fait, on oublie complètement, en fait, de juger et de quantifier la durabilité d'un produit, quoi. Ouais, et tu as parlé de renouvellement de tendance, il y a aussi cette notion de durabilité affective du produit. Ouais. Et pour le coup, tu vois, si on essaie de travailler là-dessus chez Wise, c'est de se dire que tous les produits qu'on met sur le marché, il faut qu'ils aient, et que dans 3 ans on les regarde et qu'on se dise pas que c'est has-been, ou tu vois que tu peux plus les encadrer parce qu'ils sont moches, et tu vois, du coup on essaye de choisir des couleurs qui sont intemporelles. C'est des choses qu'on nous reproche beaucoup, tu vois, d'avoir beaucoup de noir, d'avoir des couleurs qui sont pas flashy. Mais c'est aussi une vraie volonté derrière de se dire qu'on veut qu'il y ait un maximum de durabilité physique, mais aussi affective du produit. C'est fou ce truc, hein, parce que moi j'ai retrouvé des trucs dans ma chambre d'ado de couleurs immétables, tu vois, où aujourd'hui je me dis, mais qu'est-ce qui m'a pris d'acheter ça, quoi. Et tu sais, des vêtements un peu excentriques. Et bon, maintenant je me suis soigné, moi c'est jean et t-shirt blanc tout le temps. Mais ouais, je vois exactement de quoi tu parles, ouais. Ok. Et donc c'est un choix volontaire. Ouais, c'est donc t'as parlé t'as parlé d'obsolescence programmée tout à l'heure. Moi je pense que on peut même parler, tu vois, de ce qu'on essaie de faire, c'est de rentrer dans un modèle de décroissance où tu vois, la décroissance, enfin en tout cas tel qu'on l'appréhende, c'est de se dire qu'on va peut-être acheter moins souvent, on va avoir des produits qui vont être beaucoup plus durables dans le temps, et enfin tu vois, c'est ça, pour moi c'est ça le cœur de la croissance, c'est réussir à faire des produits qu'on a moins besoin de renouveler, qui durent le plus longtemps possible, qu'on peut réparer, qu'on peut, voilà, tous les produits qu'on fait, on propose un service de réparation dessus. Ok. Et on les pense pour qu'ils soient réparables derrière. Et tu vois, on a un forfait de réparation fixe qui est vraiment, tu vois, qui encourage vraiment à la réparation. Donc, tu vois, c'est vraiment, on veut vraiment rentrer dans cette logique-là de décroissance. Toi, en tant qu'entrepreneur, c'est pas un peu des fois décourageant ou peut-être un peu fatigant de créer quelque chose qui va à l'encontre, si tu veux, je vais pas dire d'un système, tu vois, mais de plein de mauvaises habitudes qu'on a pris, tu vois. Et moi, où j'ai beaucoup d'admiration pour toi, c'est que tu essayes de prendre le problème à bras le corps, tu vois. Réparer les vêtements, c'est quand même hyper novateur. Si tu penses à cette durabilité émotionnelle, tu vois, j'ai jamais entendu un équipementier me parler de ça. Et au contraire, on est complètement dans une phase différente où on essaye chaque saison doit avoir des nouvelles couleurs, des nouveaux trucs encore plus flashy, encore plus visibles, et des trucs qui n'ont plus aucune valeur quelques mois. Tu vois, qu'en plus tu essaies de relocaliser, ensuite de mettre de l'innovation, tu vois. Notre esprit humain, il est formaté, tu vois, un peu par ce qu'on consomme, ce qu'on voit tout le temps. Toi, tu prends le contre-pied de tout ça, tu vois. Y a pas un côté un peu dur parfois psychologiquement? Je trouve pas du tout. Moi, je trouve ça hyper excitant. Okay. Enfin, tu vois, de dire, de voir le problème et de dire, tu vois, ce qu'on essaie de faire avec Wise, c'est justement de
d'avoir une approche un peu aikido du problème. Okay. Et de pas être dans la résistance, mais plus, tu vois, dans l'accompagnement, d'accepter, tu vois, le problème tel qu'il est, et de trouver une solution alternative à laquelle personne n'avait pensé. Moi, c'est ça qui m'excite. Enfin, dans le projet Wise, c'est ça, c'est de trouver la manière de concilier des choses qui sont a priori inconciliables. Et tu vois, pour revenir sur le sujet de la décroissance, tu vois, tu pourrais dire, ok, mais enfin, tu sais, un des réflexes que vont avoir des businessmen qui pourraient c'est des gens qui ont ce tropisme business qui vont me parler de notre approche de développement produit. Ils vont me dire, non, mais tu sais que t'es en train de te tirer une balle dans le pied là, parce que toi, ce que tu veux, c'est que tu vendes un maximum de produits et donc, tu vois, ça peut paraître un peu paradoxal de vouloir justement avoir des produits qui sont le plus durables dans le temps. Mais moi, je trouve que c'est une super opportunité, par exemple, pour l'ultra. La typologie de clients qu'on vise cherche justement c'est ce que les gens vont rechercher. Ils veulent avoir des produits qui vont durer un maximum dans le temps. Donc, tu vois, on est en train de réussir à concilier à la fois un besoin client et à la fois un besoin et une recherche de morale, de production morale. Et tout le projet est structuré comme ça, dans cette logique-là, d'essayer de concilier l'inconciliable. Où tu en arrives pas. Je parlais des produits, des prix des produits de nos matières premières qui explosent, qui sont 10 fois supérieurs à celles de nos concurrents. Et en fait, on se rend compte que ces fournisseurs-là qui nous produisent ces matières sont en fait les fournisseurs qui nous permettent de produire les matières les plus responsables. Et réciproquement. Et ces fournisseurs qui nous permettent de produire ces matières extrêmement propres, sont les fournisseurs qui nous permettent de produire des matières extrêmement techniques. Et du coup, ok, si on veut faire des produits éco-responsables, en fait, ça veut dire accepter de faire des produits encore plus techniques que ce que font les concurrents. Et tu vois, prendre le marché du trail qui a cette appétence pour la technicité des produits, justement à son jeu. Et tu fais des produits qui sont absolument irréprochables sur la partie environnementale et qui en fait sont irréprochables sur la partie technique. Et tu vois, c'était deux choses qui étaient a priori inconciliables et en fait que tu arrives à concilier par un positionnement différent de la concurrence. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien là, j'ai l'impression que c'est... Non, mais t'as réussi à trouver le cercle vertueux. C'est exactement ça qu'on essaie de faire. Voilà. Ok. Et ce qui est pas évident, mais en tout cas bravo parce que vous le faites bien. Ça a pris tu vois, 4 ans pour réussir à trouver cette formule, tu vois, ce qu'on dirait ce fit to market, où on arrive à concilier à la fois les besoins, à répondre aux besoins de nos clients et en même temps être en phase avec nos valeurs. Est-ce que tu penses que il va y avoir des grosses modifications comportementales un peu dans nos achats running, trail, là, dans les 5-10 prochaines années, tu vois? Comment tu penses que les gens vont se comporter? Est-ce que on va calmer un peu notre soif de consommer, toujours avoir une nouvelle tenue à la mode ou d'avoir le dernier truc technique, tu vois, qu'il faut absolument? Tu penses qu'il y aura des évolutions majeures là-dessus? Enfin, en tout cas, moi, je peux te parler je peux vraiment parler pour nous, comment on voit l'évolution, enfin, comment on cherche à accompagner le marché. Enfin, en tout cas, la solution qu'on essaie d'apporter, la vision qu'on essaie de porter, c'est de se dire que c'est une vision où on consomme moins de produits, mais on consomme des produits de meilleure qualité. Et d'une certaine manière, tu vois, pour moi, dans 10 ans, on sera plus dans cette logique où on est en train d'acheter des produits à foison et en train de, tu vois, d'avoir des produits à 15 € qui en fait sont impossibles à produire de manière responsable et environnementalement parlant, responsable et écologique. Et tu vois, on aura des produits qui seront plus chers, faits de manière plus propre, et simplement, au lieu d'acheter 5 t-shirts dans la saison, on en achètera peut-être 1 ou 2 très efficaces, tu vois, qui répondent à tous les besoins.
Bah, je pense que c'est vers ça qu'on va aller. Ouais, bah écoute, ouais, c'est intéressant. Et j'espère que le monde va tendre comme ça, tu vois. J'espère vraiment, tu vois. Moi, j'essaye vraiment d'avoir des achats plus durables, en tout cas, tu vois, j'investis plus maintenant dans effectivement certains jeans peut-être de meilleure qualité pour qu'ils durent un peu plus, ou certains t-shirts, tu vois. Bon, là j'ai du Wise, mais l'autre, tu vois, c'est un slip français, donc j'espère qu'il me tiendra plus longtemps, donc j'espère vraiment qu'on arrive à tendre là-dessus, quoi. Bah, tu vois, je pense qu'il y a une phase sur les 30 dernières années, même 50 dernières années, qui a vraiment tendu à l'obsolescence, c'est à la surconsommation. Et ça se traduit sur la qualité des produits. Tu vois, si tu parles à des anciens, ils vont tous te ressortir leur doudoune, ou leur polaire Patagonia qu'ils ont acheté dans les années 90 ou 80 et qu'ils ont encore aujourd'hui, qu'ils ont porté 6000 fois, qui a traversé et qui, tu vois, tient très bien. Enfin, tient encore très bien. Et ils vont tous se dire, ah, mais maintenant, à chaque fois que j'achète un truc, ça tient pas, c'est de la merde, ça tient pas dans le temps et tout. Et tu vois, ça pour moi, ça illustre le fait qu'il y a cette phase où l'industrie s'est vraiment adaptée à ces modes de consommation. Tu vois, adapter le fait que, en fait, pendant un temps, je fais une petite digression, mais t'as déjà vu l'évolution du taux d'utilisation des vêtements dans le monde? Ouais, il chute drastiquement, ouais. C'est assez impressionnant, surtout si tu regardes la courbe chinoise. Dans les années 2000, les Chinois portaient en moyenne 200 fois un vêtement avant de le jeter. Et maintenant, on est plutôt aux alentours de 60 fois. C'est ridicule. Ok. Et tu vois, aux États-Unis, tu es plutôt dans les 40 fois. Tu portes 40 fois un vêtement avant de t'en séparer, de le jeter. Et donc, tu vois, ça vraiment. Le taux d'utilisation dans le monde a chuté de 30% sur les 20 dernières années. Ok. Donc, les gens portent en moyenne 30% de moins leurs vêtements. Ok. Et donc, quand tu as cette logique-là de consommation, de surconsommation, tu vois, un industriel, ce qu'il a en tête, c'est que les produits qu'il doit développer, enfin, les tissus que les gens vont consommer sont forcément des tissus qui sont de moins. Ils n'ont pas besoin de faire de surqualité, ils n'ont pas besoin d'avoir des tissus qui vont durer 20 ans, 30 ans. Ouais. Parce que c'est ce que les gens attendent. Ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est juste de porter 40 fois un t-shirt et de s'en séparer. Et je pense que nous, du coup, on essaie de porter un peu le mouvement inverse, où on favorise des fournisseurs qui vont privilégier cette qualité-là, et de revenir à des trucs où t'imagines, tu ressors des produits Wise dans 10 ans, 20 ans, et en fait, alors bien sûr, si tu leur as envoyé 10 000 km, que tu as fait 3 ultras avec, dans des conditions hardcore et tout, bon voilà, je préjuge pas, mais dans des conditions d'utilisation standard comparatives à d'autres produits, qui vont, tu vois, qu'on ressortira en disant, ouais, ça n'a pas bougé, quoi. Ça n'a pas jauni. Tu vois, ton t-shirt n'a pas jauni, il n'a pas. Il s'est pas surbouloché dans tous les sens. Voilà. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je l'avais pas du tout perçu, cette donnée, tu vois, sur le taux d'usage d'un vêtement. Je pensais. Si t'es à la course, je suis preneur pour la voir, parce que je me demande si justement elle est reliée, tu vois, avec la courbe de l'apparition des réseaux sociaux. D'ailleurs, récemment, tu vois, j'ai vu un film qui s'appelle, c'est plutôt un reportage, Derrière nos écrans de fumée, qui explique comment les réseaux sociaux nous modifient en fait notre perception du bonheur et du plaisir, et comment les plateformes nous ont rendu complètement accros en fait à ces pics de dopamine et à ce besoin en permanence d'être surstimulé, tu vois. Alors c'est pas un besoin, hein, c'est quelque chose qu'ils ont créé, ce qu'on aurait pu très bien s'en passer, et ils utilisent un peu nos faiblesses, tu vois, avec des notifications tout le temps, du scroll infini sur les plateformes, des vidéos de plus en plus chocs, tu vois, qui sont mises en avant, tu vois. Et je me demande, tu vois, si justement ce taux d'utilisation d'événements qui montre qu'on s'en lasse beaucoup plus vite, émotionnellement aussi, serait pas lié, tu vois, à ça, avec l'arrivée des premiers réseaux sociaux qui ont lieu entre 2007 et 2009, tu vois, notamment. En tout cas, dans leur grande utilisation.
Alors Sur là, mobile. tu me demandes, j'ai pas la réponse. Mais tu me l'enverras, je regarderai. Vraiment la courbe, tu la vois, ouais. En tout cas, je rapprocherais ça certainement, par exemple, pour le cas de la Chine, où c'est très très flagrant, à, tu vois, plus l'émergence d'une classe moyenne qui a des moyens. Ok. Et tu vois, ça correspond plus. Enfin, je pense que tu pourrais, par exemple, corréler ça avec je sais pas si ce serait le PIB chinois ou tu vois le niveau de rémunération moyen en Chine, qui donne des moyens, des forces, des moyens des moyens de consommation beaucoup plus importants. Et c'est corrélé aussi, tu vois, à l'arrivée d'enseignes de fast fashion. Mais après, moi, je trouve quand même, de manière générale, que il y a plein de marques, je vais pas les citer, mais qui font des produits de moins bonne qualité, hein, comparé à il y a 10 ans, 15 ans. Je trouve que la qualité moyenne, quand même, en dehors du monde du sport, tu vois, baisse, je trouve. Ouais. C'est mon avis. Dans le sport, je suis pas d'accord. Mais pour voilà, l'habit de base qu'on porte dans notre quotidien, ça a baissé. Bon, on a fait 1000 tours là. On a vraiment déconstruit le sujet dans tous les sens. J'avais dit que je te gardais pas trop longtemps en plus parce que je sais que t'es en famille ce soir et que moi aussi il faut que je commence un peu la post-prod. Je vais aller sur un peu les questions de la fin. Qui permettent de clôturer un peu l'interview. La première, c'est de savoir, est-ce que tu as un livre, un film, ou un documentaire, un podcast, une ressource qui t'a marqué là récemment et que tu aurais envie de partager parce que tu l'as trouvé particulièrement intéressante? Alors, si, j'ai un truc que j'ai trouvé cool, plutôt tourné entrepreneuriat. Ouais. Mais j'ai fait l'acquisition des Pipe Decks. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça. Non, je sais pas du tout ce que c'est. C'est de l'auto-consulting. Ok. Enfin, c'est genre grosso modo des thématiques d'auto-consulting où t'as des en fait, c'est des jeux de cartes. Ok. Avec chaque carte résout une problématique liées que tu peux avoir dans ton business. Donc, grosso modo, ils ont 6 familles de jeux de cartes. Tu vas avoir une sur la stratégie d'entreprise, une sur, par exemple, le Teamworks, comment construire une équipe performante. Okay. Je ne suis pas du tout rémunéré par Pipedex pour faire ce passage-là, et grosso modo, tu vois, sur la partie comment construire une équipe, ils vont vraiment te faire t'as un certain nombre de... Si tu suis le process, t'as un certain nombre de questions de diagnostic qui te permettent d'identifier les problématiques que tu peux avoir, et ils proposent pour chaque problématique que tu identifies, tu as une carte adaptée. Tu vois, c'est soit des workshops en équipe que tu fais qui durent 2-3 heures, soit des tu vois, c'est assez ludique et très efficace. Ok. Et c'est du coup, ça te rend indépendant d'un consultant externe. C'est juste et ça coûte beaucoup moins cher. Voilà. Et tu le fais toi-même. Écoute, j'aime beaucoup l'approche. Je te prends. Je connaissais pas du tout. Donc, merci pour cette ressource et ce petit tips. C'est quoi la phrase que tu te répètes le plus souvent? Alors, ceux qui me connaissent vont rigoler, mais c'est vraiment on verra. Okay. Et tu vois, j'avais entendu cette histoire là il y a il y a 1 an ou 2, et qui avait fait vraiment écho dans mon process entrepreneurial, qui était tu vois cette histoire, c'est celle d'un fermier qui a grosso modo juste sa seule richesse, c'est son fils unique, et il a un cheval pour labourer son champ, et il se réveille un matin et en fait son cheval s'est échappé de l'enclos. Et il y a tout le village qui constate ça et qui est hyper triste pour lui, qui vient le consoler, et lui dit on verra. Et l'après-midi, son fils va chercher son cheval, va à la recherche de son cheval dans la forêt, et en fait il revient avec 3 chevaux
Donc en fait, son cheval s'est enfui avec 2 autres chevaux, il revient avec 3 chevaux. Et donc il a acquis subitement 2 nouveaux chevaux, et à tout le village qui arrive, qui fait ah mais en fait c'est trop bien, t'as acquis 2 chevaux, tu vas pouvoir labourer ton champ en fait, tu t'es enrichi. Et il répond on verra. Et l'après-midi, tu vois, le lendemain, son fils essaie de dresser un des chevaux et en fait tombe à cheval et se casse la jambe. Catastrophe, c'est bientôt la période de la moisson. Il a plus de force vive pour moissonner son champ. Catastrophe, tout le village dit comment tu vas faire? Et lui dit on verra. Et le lendemain, c'est la guerre mondiale. Tous les hommes en âge de se battre sont appelés à se battre. Et son fils, étant blessé, n'est pas appelé sur le front. Et tout le village dit mais t'as trop de chance. Et lui dit on verra. Et en fait, pourquoi cette petite fable, je crois chinoise, d'origine chinoise, pour moi faisait vachement écho, avait vachement de sens pour moi, c'est parce que vraiment je me suis rendu compte dans tout le processus entrepreneurial, il y a plein de frustrations, de choses qui se passent pas comme prévu. Franchement, des imprévus, des frustrations, des sources de frustration, il y en a vraiment plein. Et en fait, souvent, rétrospectivement, tu vois, on a très vite tendance à vouloir porter un jugement sur un événement, alors qu'en réalité, on n'en connaît pas forcément les tenants et les aboutissants. Enfin, tu vois, toutes les conséquences potentielles. Et souvent, rétrospectivement, après un événement qui me paraissait de prime abord extrêmement négatif, il y a des choses extrêmement positives qui en sont sorties. Et donc, tu vois, maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu vois, je suis dans cette approche-là de on verra. Ok. Mais il y a un dicton un peu qui dit le bonheur ou... Non, c'est quoi, Enfin, un échec, c'est 10% de quelque chose qui se produit et 90% d'interprétation de ce qui s'est produit. Et je suis assez d'accord. Carrément d'accord. Il y a beaucoup de choses que, si tu les prends sous un autre prisme, qui sont beaucoup moins dramatiques, quoi. En tout cas, tant que, tu vois, la santé et la vie humaine n'est pas en danger, tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent être vues avec beaucoup de positivité, quoi. Donc, je suis assez d'accord avec ça. Et on touche, je trouve, à toute la magie de... tu vois, quand tu fais les choses, quand tu entreprends, t'as justement ce truc-là qui est extrêmement magique, c'est que en fait, ta réalité, tu te rends compte qu'elle est extrêmement liée à la manière dont tu décides de percevoir le monde. Et ouais, ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez magique là-dedans, tu vois. Ouais, je suis tout à fait d'accord. La toute dernière question que je pose, je vois que ça fait déjà 1h30, c'est de savoir quel est le prochain invité ou la prochaine invitée que tu me recommandes d'aller inviter. Ça peut être un entrepreneur du monde du sport que tu apprécies, mais ça peut être aussi un athlète de haut niveau que tu aimes bien et que tu me recommanderais d'aller voir. Il y a 2 entrepreneurs que j'ai croisés qui m'ont beaucoup touché. C'est Clément Molavé de Opal. Ok. Qui était pour moi aussi une source d'inspiration quand j'ai lancé Wise, qui était une des premières marques. Opal était une des premières marques éco-responsables, et c'est assez intéressant. Enfin, c'est un gars assez fascinant. Okay. Et Flavien Touroud, qui est le fondateur de Beaumolet. Okay. Qui est un jeune plein de fougue, d'énergie, et qui aussi bouscule un peu les codes. Voilà. Donc c'est les 2 personnes que je te recommanderais. Eh ben écoute, c'est noté. Je connais un petit peu Flavien et je sais que ça serait un bon client, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume. Ben, merci à toi, Bart. À bientôt. À bientôt.